Bonjour et bienvenue, groupe Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous en cette dernière semaine, dernier épisode de votre podcast préféré? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes attendez, je regarde ma date. Nous sommes lundi 8 avril. Écoutez, oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui, il va y avoir une éclipse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est le temps, là, parce que c'est le temps que ça se passe, parce que je commence à être tanné d'entendre parler de cette éclipse-là. Mais voilà, amusez-vous bien cet après-midi. Oui, c'est en après-midi. Portez de vos lunettes, là, c'est dangereux. Je peux pas croire qu'on est rendu à nous dire ça. OK, fermeture de la parenthèse. Écoutez, on est rendu à votre dernier épisode. On a fait un bon bout de chemin ensemble. De belles rencontres sous forme de podcast. On s'est parlé. En fait, j'ai parlé beaucoup. Vous m'avez écouté beaucoup et nous y sommes. Dernier épisode de votre podcast d'accompagnement du cours. J'espère que vous avez aimé la formule. J'espère que ça vous a aidé à apprendre, à comprendre. Je pense que c'est un peu l'idée là, de ces répétitions. Il y a des répétitions en classe, il y a des répétitions dans le podcast. Puis à la fin, ben, le but, c'est que ça s'intègre plus naturellement à ce que vous êtes et à ce que vous savez. J'espère que ça aidera aussi votre étude, votre compréhension des différents thèmes et concepts du cours. Puis, j'espère que ça va vous aider à avoir une meilleure note. Pourquoi pas? Je pense que lorsqu'on fait tout ça, c'est pour vous aider à apprendre, mais aussi pour vous aider à atteindre vos objectifs dans ce cours. Moi, j'ai bien aimé mon expérience. Ça fait quelques années là, que je fais ça. Puis, curieusement, ça me donne un sentiment de proximité avec des étudiants que je vois un peu moins, qui sont à distance. Ça me donne l'impression de vous parler à chacun de vous. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que l'audio a ça de tripant. Puis voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est sûr que c'est un podcast, là, c'est pas votre podcast préféré, je le sais. Là, on parle pas d'humour, de hockey ou de votre sujet préféré. Là. Pour chaque sujet, il y a un podcast maintenant. Mais j'espère que ça vous a aidé à vivre une expérience de cours, un cours universitaire. On souhaite là, que ce soit intellectuellement, humainement et pédagogiquement là, l'expérience d'une vie. On est souvent bien loin de tout ça. Mais j'espère avoir pu créer cette relation là, nécessaire entre le prof et ses étudiantes. C'est ce que j'ai tenté de faire avec beaucoup d'humilité pendant cette session. Quelques rappels et plugs, tiens, avant d'entamer le contenu du cours aujourd'hui. D'abord, merci pour vos TP2. J'ai reçu ça. Vous m'avez déposé ça. Vous avez travaillé fort. C'est sûr que la semaine dernière, ça a été compliqué pour moi de vous donner des rétroactions, mais en même temps, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont réussi à avancer de façon autonome. Je sais que c'est quand même difficile, ce TP2-là. En tout cas, beaucoup de travail. Les objectifs sont pas si compliqués à atteindre, mais je sais que c'est beaucoup de travail. Merci de l'avoir fait et de l'avoir bien fait. Reste la correction. Écoutez, comptez quelques semaines là, pour la correction. C'est Nicolas qui va s'en occuper. Puis, c'est une tâche, pour l'avoir faite à plusieurs reprises, c'est une tâche lourde, ingrate, difficile, mais nécessaire. Puis Nicolas, il l'a déjà fait dans le passé, puis je ne saurais trop le remercier à l'avance là, pour tout ce qu'il va faire et je vous invite à être patient là, d'ici la correction de vos TP2. Autre dossier, et celui-là, ça commence à presser, là, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur auto-évaluation intra-équipe, c'est le moment. Là. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, ben, vous allez perdre 5% par jour. Pas 5%, c'est 10% par jour de retard. Ce qui fait que vous allez avoir rapidement 0 sur 5 si vous ne faites pas cette tâche. Donc, appuyez sur pause là, maintenant, puis allez tout de suite faire votre auto-évaluation intra-équipe. Donc, pause. Bon, c'est fait. Bravo. Autre dossier, ben, c'est l'évaluation du cours. Je vous avais envoyé
En fait, on vous a transmis un courriel sur l'évaluation du cours. Vous allez voir aussi l'information, elle est je l'ai copié-collé sur la page d'accueil de l'ENA. Allez évaluer votre cours éthique et professionnalisme. Je dirais bien honnêtement, c'est pas tous les profs qui donnent la place et l'importance. C'est pas tout équivalent, là. Mais moi, je donne beaucoup d'importance à ça. Je veux savoir ce que vous avez aimé dans le cours, ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez pensé du podcast, du système de trophées, de la formule du cours. Moi, j'aime bien là, d'une part me faire confirmer ce qui fonctionne, comme ça, j'arrêterai pas. Puis si ça fonctionne pas, je veux le savoir aussi, là. Écoutez, le système de badge, là, si ça fonctionne pas, si vous haïssez ça, dites-le. Puis s'il y en a une grande majorité, on va arrêter ça. Parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Même chose pour les podcasts. Mais si ça fonctionne, mais dites-le aussi. Ça me permet de répéter puis avoir confiance en mes outils d'enseignement et technologie pédagogique. Je vais finir par le dire. Donc, ça me confirme ce qui fonctionne, puis au besoin, mais ce qui fonctionne moins, ça me permet de cibler des modifications, sinon des bonifications possibles. Autre message avant de vous laisser, écoutez, on y est presque. L'examen final, bon, c'est encore dans quelques jours, mais c'est quand même le 23 avril 2024. Ce sera de 18h30 à 20h30. On va souhaiter qu'il fasse beau le 23 avril. Pour vous, ben, c'est votre moment d'intensifier vos études. Commence à faire beau, là, aller prendre un café sur les terrasses, puis commencer à réviser votre étude pour le cours éthique et professionnalisme. Et pour votre étude, je vous conseille de faire une belle liste là, de tous les objectifs du cours. Donc, à chaque module, il y a des objectifs. Vous faites une liste, puis vous vous demandez, bon, est-ce que j'ai atteint cet objectif-là? Quel type de questions le prof pourrait poser? Puis là, vous vous préparez en conséquence. Et l'examen, encore une fois, il n'y aura pas de surprise. Je vais cibler les objectifs que je vous ai annoncés moi-même dans ce cours. Donc, pas de surprise pour l'examen. Puis, il vous reste encore quelques jours pour votre étude. Ce sera le 23 avril 2024. OK, cette semaine, c'est le module 12. Module 12, assez simple, je dirais, dans sa structure. Ce que je vous propose, c'est de critiquer le système professionnel. On va explorer je dirais que les arguments peut-être les plus convaincants, en tout cas les plus simples pour moi là, pour défendre le système professionnel. Donc, je vous l'ai présenté tout au long de la session. Maintenant, j'ai essayé de vous l'enseigner dans son plus fort. Donc, en ce moment, vous devriez avoir des raisons pour justifier l'existence de ce système professionnel. Donc, à quoi ça sert, le système professionnel? Un ordre, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi un code des professions, un code de déontologie? Ça, c'est ce que je vais aborder dans le cours. Donc, une critique positive, essayer de défendre tout ça. Et en même temps, dans le même cours, essayer de voir les failles, les limites de ce système professionnel que maintenant vous connaissez un peu mieux. Donc, à quoi ça sert? Même question. Le système professionnel, qui ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait améliorer dans ce système? C'est aussi le module 12, ben, c'est la fin du cours. Puis, c'est le temps d'avoir une discussion en classe là, rétrospective, le système professionnel. Donc, je vous l'ai présenté, on regarde en arrière, on essaie de voir c'est quoi le système professionnel, à quoi ça sert. C'est pas un syndicat. Non, c'est pas un syndicat. Il y en a plusieurs au début de la session, puis il y en a encore là, à la fin de la session que j'ai réussi à avoir dans des questions à choix de réponse. Là. C'est pas un syndicat, notre professionnel. C'est pas les mêmes idées, c'est pas les mêmes intentions, c'est pas la même histoire, c'est pas la même histoire, oui. Puis c'est pas les mêmes valeurs, hein, c'est pas la même fonction dans notre société. Au moins, ne faites plus cette erreur bête plutôt de confondre système professionnel et syndicat. Vous le savez maintenant, le système professionnel, il a des forces,
Je vous l'ai présenté à son plus fort, je le disais, mais aussi des failles. Commençons, tiens, cette rétrospective par les failles, parce qu'il faut bien le reconnaître, là. Puis le cours vous a permis, en cours de route, de voir bon, la rigueur du système professionnel, sa fonction, mais aussi peut-être en cours de route, avez-vous pu identifier certains problèmes ou failles dans ce système professionnel? J'ai 5 failles pour vous, 5. Et non, là, ça coûte trop cher, c'est pas les cotisations, il y en a qui disent ça, là. Ben, parmi les failles, ça coûte trop cher les cotisations professionnelles. Ben, ça me semble pas être une faille très importante. Oui, évidemment, il y a un coût qui est associé à ces cotisations, mais je pense qu'il faut se poser la question à quoi ça sert. Hein, si je suis prêt à donner des cotisations qui tournent autour de 1 000 $ par année, à quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Puis si le système, vous êtes capable de le défendre haut et fort, ben, ça vaut ces cotisations. Puis sinon, ben, ça ne vaut pas ces cotisations. La discussion autour de la valeur du système puis de la valeur de ces cotisations, ça m'intéresse davantage que quelqu'un qui me dirait, ben, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, ça dépend de ce que vous avez pour votre argent, encore une fois. Donc, les failles, les fragilités du système, c'est ce que je vous propose dans ce dernier module. C'est un système humain, hein, conçu, pensé par des humains pour encadrer d'autres humains. C'est évident qu'il va y avoir des failles dans un tel système. Pour identifier ces failles, je me suis appuyé sur, en fait, pour résumer ces failles, je me suis appuyé sur un texte de Frankel, donc Marc S. Frankel. Le titre, ça s'appelle Professional Codes, Why, How and With What Impact. En français, on dirait le code professionnel, pourquoi, comment, à cause de qui, puis quel est l'impact de ce code professionnel. C'est le texte que j'ai choisi pour résumer les failles et forces du système professionnel. Je vous l'ai donné en lecture. Je vous en résume l'essentiel ici dans ce podcast. On fera la même chose en classe. D'abord, première faille, je l'ai intitulée conservatisme. Et par ça, je veux dire que ben, le système professionnel, vous le connaissez maintenant, c'est un système qui est là, qui existe, puis qui est difficile, qui est difficile à changer, qui est parfois lourd, qui est un peu figé dans le temps. Si on prend l'exemple de la loi sur les ingénieurs, ça fait 30 ans, ça faisait 30 ans qu'on essayait de la modifier, puis il y a eu quelques refontes récentes après 30 ans de débats et de propositions et de tablettage et de changement de gouvernement. Puis tranquillement, on avance, mais on avance très lentement. Puis c'est lent, hein, c'est normal. Imaginez un gros paquebot, là, c'est sûr que si le paquebot décide d'aller un petit peu à droite, là, ça prend. Puis s'il essaye de faire demi-tour, imaginez, ça va y prendre des kilomètres avant de dévier de sa course puis de faire son demi-tour, puis ça exigera beaucoup de ressources. Mais c'est ça, le système, hein. Il est là, il est lourd. Cette lourdeur-là, ça lui donne aussi une force, une structure, une durée. Mais pour changer tout ça, ça prend du temps. Puis ça prend des ressources. C'est ma première faille, hein. Le système, il est là, il est en place. Il est un peu lourd. Puis, vous allez voir un peu plus loin dans les forces, là, cette fonction stabilisatrice. Je parlais de mon paquebot, là. Il y a des avantages à tout ça, là. C'est-à-dire que cette lourdeur est associée à cette stabilité qui, elle, deviendra une force un peu plus loin. Donc, première critique, conservatisme. Ce que ça veut dire, c'est que le système, il est parfois lourd et il est parfois dur, difficile à changer, à modifier, à bonifier. Deuxième critique, deuxième faille, je l'ai identifiée sous le terme intellectualisme. Et ce que je veux dire ici, c'est que bon, le système professionnel, curieusement, il intéresse des intellectuels comme moi qui s'intéressent à tout ça, mais il n'intéresse pas vraiment les principaux destinataires. Et par principaux destinataires, je parle de qui? Ben, je parle de toi. Hein? Ça ne t'intéresse pas.
le système professionnel, pour le dire aussi simplement. Écoute, je dois même te faire un podcast là, par semaine pour que ça t'intéresse un peu. Le système professionnel, lui, il intéresse des profs comme moi, des juristes ou peut-être les membres du conseil exécutif de votre ordre professionnel, mais vous et votre futur vous, hein, c'est-à-dire les professionnels en sciences et génie, ça les intéresse peu. Puis, le résultat de tout ça, vous l'avez senti en classe, c'est que les ingénieurs, les professionnels ne se sentent pas nécessairement concernés et interpellés par les différents enjeux pratiques et intellectuels qui sont associés au système professionnel. C'est sûr que moi, les juristes qui m'entourent, moi, je pense à mon collègue Luc Bégin, ben, nous autres, ça nous passionne. Puis on l'étudie, on l'enseigne, mais vous, une fois dans votre bac, pour certains, ce sera tout. Puis c'est plus que dommage. En fait, c'est un problème parce que c'est vous, hein, les principaux acteurs du système professionnel. Puis un système qui vous intéresse peu, mais un système au cœur duquel vous êtes les principaux acteurs. Évidemment, il y a des raisons historiques et structurelles qui expliquent ce désengagement et ce manque d'intérêt des professionnels. Puis on a donné plusieurs exemples en classe, entre autres quand on vous a expliqué l'histoire du professionnalisme. Mais le résultat, c'est encore une fois que le système, il intéresse plutôt les intellectuels, les gestionnaires des ordres, les fonctionnaires, et qu'il intéresse un peu moins les professionnels en sciences et génie qui, eux, sont encore une fois les premiers ciblés. Hein? Puis ça crée aussi un sentiment que le système, il est pensé et compris par d'autres, puis qu'il vous est imposé. Hein? C'est un peu ça la posture. En ce moment, les professionnels sont là. C'est d'autres qui s'occupent du système, qui le comprennent, qui l'expliquent, qui l'enseignent, puis pour vous, ça vous est imposé. Donc ça donne une drôle de dynamique au cœur de vos ordres professionnels. Donc, deuxième critique, c'est celle que je viens de vous expliquer, intellectualisme, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça ne vous intéresse pas, puis ça intéresse davantage d'autres intellectuels qui, eux, se passionnent pour ce champ du savoir. Troisième critique, je l'ai intitulé corporatisme. Hein, par corporatisme, ce que je veux dire, c'est l'espèce de pensée de groupe, hein, la pensée groupale qu'on a vue ensemble. Cette forme de solidarité, elle est bonne au sein d'un ordre professionnel, mais il faut faire attention aux effets pervers. On a vu là, les effets de la pensée de groupe. Puis les ordres professionnels, comme plusieurs groupes, hein, ils ont tendance à développer des problèmes typiques à la pensée groupale. Et là, maintenant, ben, vous les connaissez bien. Isolement, accroissement des barrières, on s'isole, le groupe devient de plus en plus étanche aux critiques externes. Il y a une forme de complaisance qui s'installe, stéréotypes à l'égard d'autrui, donc les parties externes. Tout à coup, on a l'impression que ceux qui sont à l'extérieur du groupe ne comprennent rien, puis n'ont rien à nous apporter. Il y a des phénomènes, rappelez-vous, on est toujours dans la pensée de groupe, des phénomènes de censure, d'autocensure. Quoi d'autre? Renforcement du conformisme, uniformisation par l'égard de la vertu, de l'esprit. Rappelez-vous, là, c'est comme ça qu'on on les avait nommés. Puis un ordre professionnel, comme n'importe quel groupe. Et là, je ne pointe pas les ordres professionnels en tant que tels, mais tous les groupes constitués, il peut y avoir ce genre de problème. Puis, donc ça, c'est une faille, mais en même temps, c'est une faille, c'est un écueil que tous les groupes, même les groupes les mieux intentionnés, doivent éviter. C'était ma troisième critique. Je l'ai intitulée Corporatisme. Quatrième critique, policiarisation.
c'est le mot que j'ai choisi. J'aurais pu dire aussi judiciarisation. Et ce que je veux dire par là, c'est que votre ordre professionnel est souvent perçu comme étant une police. Hein. C'est l'ordre qui contrôle l'exercice de la profession. Puis elle est là pour surveiller ceux qui prétendent l'exercer, puis elle est là pour sanctionner ceux qui l'exercent tout croche. Puis effectivement, des fois, par manque de moyens, manque de ressources, il y a certains ordres professionnels qui peuvent être tentés de se contenter du strict nécessaire, puis de réduire l'ensemble de leurs fonctions à leurs fonctions les plus justement nécessaires, simples, efficaces. Et en l'occurrence, c'est souvent surveiller les membres, sanctionner les membres. Puis, ça peut être tentant en manque de ressources, puis en manque d'effectifs, de parfois réduire les fonctions d'un ordre à son plus strict minimum. Puis, ça donne parfois ça, là. Donc, un ordre professionnel comme faille qui est devenu un, un ordre qui se réduit à ses fonctions de policiarisation ou judiciarisation. Et le risque, vous l'avez senti en cours de route pendant votre cours éthique et professionnalisme, le risque, c'est la perte d'identité ou la fragilisation de l'identité professionnelle. Puis, dans un tel contexte, c'est un peu normal. Les membres ont l'impression que leur ordre, c'est une entité externe qui les surveille puis qui les sanctionne. Puis, dans un tel contexte, on va voir des professionnels qui développent envers leur ordre un sentiment, pas juste de crainte, mais d'opposition. C'est un rapport qui est à des milles de ce qu'on souhaiterait là, en matière d'identité professionnelle. Ce qu'on souhaiterait, c'est que les ordres se sentent impliqués dans leur ordre professionnel, qu'ils sentent qu'ils en font partie, qu'ils sont leur ordre professionnel. C'est pas ce qui se passe lorsqu'on manque de ressources, puis lorsque l'ordre se réduit à ses plus strictes fonctions. Policiarisation, c'est ma 4e critique. C'est l'idée que votre ordre est parfois réduit à son seul rôle de police. Puis encore une fois, ce qui fait que vous vous sentez bien loin de votre ordre lorsqu'un ordre est réduit à ses plus simples fonctions. Cinquième critique, je l'ai intitulé perte d'autonomie ou asservissement. Puis on l'a vu aussi pendant votre cours, entre autres dans le module sur l'histoire de la profession. Vous avez vu plusieurs erreurs, certaines errances de certains membres de votre ordre professionnel au cours des dernières 50 années. On a parlé en classe de la commission Charbonneau, évidemment, mais plus avant, on avait la commission Malouf, la commission Johnson. Puis, ce genre de crise s'est traduit par un resserrement, je dirais, des contraintes, des lois, des normes, un durcissement de certains cadres normatifs. Puis, tout ça se fait au détriment de quoi? Au détriment de l'autonomie professionnelle. La liberté des acteurs qui font partie d'un ordre professionnel. Vous l'avez vu au cours de l'histoire, là. Il y avait des acteurs qui se donnent eux-mêmes leurs propres règles, leur propre système à un système où là, les règles leur sont imposées, puis c'est de plus en plus strict et contraignant. Et tranquillement, les professionnels ont perdu beaucoup de cette liberté. On est parti d'un groupe qui se définissait lui-même, qui choisissait ses règles, encore une fois, ses idéaux, ses valeurs, puis qui était libre dans ses actions. Et là, on a un système qui est plutôt bien organisé, mais plus strict, plus encadrant, plus contraignant, qui est associé à des politiques. Puis les acteurs doivent suivre docilement ces règles, doivent se plier à leur code de déontologie professionnelle. Et ce faisant,
Bien, ce faisant, on perd de cette autonomie. On perd aussi en liberté. Et rappelons que cette liberté est une condition sine qua non. Sans cette liberté, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de jugement professionnel. Encore une fois, le jugement professionnel il est au cœur du système professionnel. On se dit les professionnels doivent être capables d'exercer leur jugement professionnel. Pour ce faire, ils doivent avoir de la liberté. Puis ce qu'on voit, c'est que le système vous prive tranquillement de cet exercice de la liberté. Ce qui vous place ou ce qui crée une petite faille dans le système professionnel. Et cette faille, je l'ai intitulée perte d'autonomie. Vous pouvez parler aussi de perte de liberté, d'asservissement. C'est la faille que j'aimais identifier avec vous. 5 failles, je les répète pour vous. Conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation et perte d'autonomie. Puis là, si j'ai dit ça, puis vous ne savez pas de quoi je parle, mais allez réécouter le podcast parce que vous m'avez perdu en cours de route parce que ces 5 thèmes-là devraient vous allumer quelques lumières. Il y en aurait d'autres, on n'a pas toujours eu le temps de les approfondir dans ce cours. Oui, j'ai parlé quand même de l'effritement de l'identité professionnelle, l'effritement de la responsabilité professionnelle, de la fragmentation, de l'imputabilité, de la perte de sens. Ça aussi, c'est un des problèmes propres au système professionnel. On a des professionnels qui sont encadrés, qui font ce qu'on leur demande de faire et tranquillement, ils ont oublié à quoi ça servait tout ça. Voilà. 5 failles et d'autres failles peut-être. Mais en même temps, encore une fois, c'est un système humain créé par des humains, des acteurs faillibles et un système qui est à son image, faillible lui aussi avec les quelques failles et quelques problèmes. OK, les failles, on les a vues. Maintenant, le côté clair de la force maintenant, parce qu'il faut au moins terminer ce cours en montrant le système professionnel sous son meilleur jour. Pour vous, tiens, êtes-vous capable? Après 12 cours en classe, toi, là, es-tu capable de défendre ce système professionnel? Quand on t'en parle autour de vous, là, ouais, tu vas faire partie d'un ordre professionnel. C'est quoi un ordre professionnel? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à rien, ça, un ordre professionnel. C'est juste une petite bague, puis c'est juste des codes de déontologie. Ça sert à rien, puis ça coûte trop cher. Est-ce que tu es capable de déployer, toi, des arguments pour défendre l'existence du système professionnel? Si tu n'es pas encore capable, j'ai 8 arguments pour toi. 8. Pourquoi 8? Je ne sais pas. Je me disais que 8 arguments, ce serait bien. Allons-y. Impressive. OK, première raison. À quoi ça sert un ordre professionnel? Première force, je dirais, ça donne un ancrage moral. Ancrage moral. C'est ma première défense, là, je le nommerais comme ça. Votre système professionnel, ça vous donne un code moral commun, ça donne des directions claires, morales, encore une fois, mais des directions claires et partagées. Ça donne un sens, mais un sens commun. Et ça, c'est extraordinaire. C'est beaucoup. Dans un monde où, vous le voyez, là, tout le monde a son petit système de valeurs sur les réseaux sociaux, ça se divise, ça se radicalise. Alors que vous, vous avez un système moral. On vous demande d'adhérer à un système moral, un guide moral commun. On vous demande d'y adhérer. Puis si vous le faites, c'est une de ses principales forces. Ça donne un ancrage moral. Deuxième force, je l'intitulerais, ça donne du contrôle au public. C'est important, là, votre ordre professionnel donne
comme force, là, ça donne à la société, ça lui donne ce pouvoir-là. Ça regarde la société dans les yeux et ça lui dit, écoutez, nous, on vous donne le contrôle sur nous. Vous pouvez avoir des attentes, vous pouvez formuler des critiques, vous pouvez vous plaindre envers un professionnel. Puis ce contrôle-là, ce don-là du contrôle au public, c'est nécessaire. Imaginez-vous, là, mettez-vous à leur place. Là. Vous êtes dans le public, puis vous voyez qu'on donne des millions pour concevoir une route, un pont, un troisième lien, un tramway, un vaccin, un système de paye informatique. On construit un hôpital. Évidemment, les attentes sont immenses. Les risques sont immenses. Puis le public a le droit d'avoir quelques promesses tenues et un peu de contrôle. C'est-à-dire que le public a besoin de savoir que si ça se passe mal, c'est qui est responsable. On doit être capable de savoir qui est responsable, qui est imputable, qui est capable de me dire OK, c'est ma faute, ça a mal tourné, c'est de ma faute, ça s'est effondré, ça a mal été conçu, ça a mal été construit, c'est de ma faute. Ce contrôle au public, c'est sa deuxième force. C'est-à-dire que le système donne une partie de son contrôle au public. Troisième force, à quoi ça sert? Un ordre, un système professionnel. Le système, il sert à socialiser les pairs. Il est un réseau social. Votre ordre professionnel, ça sert aussi à ça. Ça vous permet de vous mettre en lien, de collaborer, de tisser des liens avec les autres professionnels. Créer ces liens entre pairs, c'est nécessaire. Ça vous permet de partager des bonnes pratiques, de partager des expériences, d'essayer de résoudre des problèmes que vous avez tous rencontrés. C'est un lieu, un ordre professionnel pour discuter. Ça devrait être un lieu pour discuter, pour débattre de l'éthos professionnel. Donc, débattre des habitudes, quelles devraient être les attentes morales, les habitudes, les décisions qu'on devrait collectivement prendre. À chaque jour, il y a des décisions éthiques compromettantes ou délicates. On devrait les prendre de telle façon. Donc, se constituer, un lieu pour se constituer des attentes, des comportements moraux attendus, moraux plutôt attendus. Voilà ma troisième force. Le système professionnel, à quoi ça sert un système professionnel? Ça sert à socialiser les pairs. Quatrième force, et cette force, elle est importante dans le système professionnel. On en parlait un petit peu plus tôt là, lorsque je vous parlais des failles. Je vous disais que le système, il est lourd, il est conservateur, c'est problématique, ça ne bouge pas. Mais ce que je vous disais, c'est que faites attention parce que cette lourdeur-là, elle a une fonction stabilisatrice. Puis cette fonction-là, elle est importante dans un système, c'est-à-dire qu'elle protège certaines valeurs contre une intervention indue des différentes formes d'autorité. On l'a vu là, dans plusieurs chapitres. L'autorité, des fois, peut intervenir, peut vous demander de bouger, de changer, de poser tel type de décision. Attention, il y a un code, il y a un système qui est là, qui vous donne une certaine forme d'autorité. Et cette forme-là, elle est lourde, elle est stable, elle est forte. C'est justement c'est peut-être une des plus grandes forces, je dirais, des lois, des normes. Là. On l'oublie, là, mais pourquoi on se donne des lois, des normes, des chartes? Parce que ça donne une constitution. Ça donne de la stabilité. Puis c'est ça, les lois, les normes, ça donne de la stabilité. Ça donne une certaine forme d'indépendance à la société. La société change, mais ce qui est consigné dans des lois, des normes, des règles, des constitutions, ça reste. Donc la société, elle, au fur et à mesure que c'est intégré dans des lois, des normes, des règles, au fur et à mesure que c'est intégré, la société peut bien changer, mais ce qui est consigné là-dedans, ça reste.
C'est sûr que c'est frustrant pour la société moderne. Pour vous, peut-être, qui regardez le code, puis bon, c'est daté, puis c'est une autre conception du professionnalisme. Puis on a changé, on n'est pas tout à fait là. On n'est pas tout à fait là, mais celles et ceux qui sont passés avant vous se sont dit, c'est important que ce soit là. C'est tellement important qu'on va le rentrer dans ces codes, dans ces règles. Donc, quatrième force, préservation des valeurs et idéaux de la communauté de pairs. C'est ça, la quatrième force du système professionnel. Ça permet de préserver ces valeurs, ces idéaux dans des textes de loi, des normes, des règles, des codes, des constitutions, etc. Cinquième force, le système professionnel. À quoi ça sert? On est toujours dans cette discussion-là. Ce système professionnel, il sert à quoi? Il sert, entre autres, cinquième force, à révéler les manquements des pairs et à les sanctionner au besoin. Ça, c'est une fonction intéressante. On ne peut pas sanctionner les professionnels si on n'a pas de règles, de normes, de structures claires qui donnent du pouvoir à celles et ceux qui encadrent le système. Si on veut sanctionner un professionnel, lui dire, ben, écoute, tel ingénieur X, là, désolé, t'es pas bon, t'as posé tel geste, on t'empêche d'exercer ta profession pendant 6 mois. Ça prend du pouvoir, là. Ça prend quelque chose, une structure. C'est pas juste une personne qui peut décider tout ça. Puis le système, il est là, entre autres, pour ça. Vous donner des outils pour sanctionner les manquements, pour les révéler et les sanctionner plus aisément. Donc, si vous mentez, si vous falsifiez des données, si vous fraudez, ben, boum, bim, bam, boum, il y a une sanction. Si vous faites perdre un contrat à un client là, parce que vous étiez en conflit d'intérêts, puis j'ai choisi mon ami, puis j'ai décidé de privilégier les intérêts de mon ami ou de mon employeur, puis j'ai fait passer ça bien avant mes intérêts professionnels, bien avant les valeurs de ma profession. Ben, vous savez quoi? Ben, il y a une autre sanction qui s'en vient pour vous. Hein? N'oubliez pas, l'intérêt public, la protection du public, c'est ça qui doit être privilégié. Pas ton intérêt privé. Ça doit être sacrifié même. On doit sacrifier notre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Puis si vous ne le faites pas, c'est pas juste des bonnes intentions. Si vous ne le faites pas, le système qui est en place permet de révéler que c'est une faute, puis permet de sanctionner les manquements en l'occurrence. Sixième force, je l'ai intitulé solidarité et soutien des pairs, c'est-à-dire que le système, à quoi ça sert? Ben, le système, il permet d'accroître la solidarité entre vous, entre professionnels en sciences et génie. Ça vous permet de donner du soutien à vos pairs. C'est un système qui vous permet de justement vous appuyer sur la force du nombre. Hein. Vous êtes plus de 60 000 maintenant à l'OIQ. Puis il faut que ça se sache, puis il faut que ça serve de pouvoir et de contre-pouvoir. Ça doit servir pas pour négocier vos conditions de travail. Ça serait un syndicat. Hein? Syndicat. C'est bien différent. Mais si vous êtes 60 000, ce que ça vous donne un groupe qui, vous êtes là et de façon solidaire. Pourquoi? Pour protéger le public, ensemble. Rappelons-le, là, c'est pas rien ce qu'on vous demande de faire. C'est un geste difficile. Ça demande une force d'intégrité exceptionnelle. Ce qu'on va vous demander, c'est chaque jour de poser le geste moral, juste et bienveillant. Hein, que vous soyez capable de sacrifier, encore une fois, votre propre intérêt personnel au profit d'autres intérêts, je disais santé publique, sécurité publique, paix sociale. Puis ça, c'est difficile. Puis c'est encore plus difficile lorsqu'on est seul. Mais vous n'êtes pas seul. Imaginez si vous étiez seul. Pensez à Karen Duhamel là, qui se sentait bien seule.
lorsqu'elle s'est tournée vers son ordre professionnel, puis son ordre professionnel lui a donné bien, bien peu à l'époque. Non. Un ordre professionnel, ça devrait soutenir les pairs, ça devrait rappeler à ses membres qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont là pour vous donner du soutien. Et c'est une de ses forces, être là pour vous s'assurer que les membres soient solidaires, mais solidaires au sens où on peut donner du soutien à d'autres professionnels qui, comme vous, ont fait le choix de protéger le public et de se mettre à son service. Septième force, il en reste deux, on ne lâche pas. Septième force, à quoi ça sert un système professionnel? Ça sert à résoudre des conflits entre pairs. Imaginez un système, c'est sûr qu'il va y avoir des conflits entre pairs, c'est pas tout le monde là, qui comprend la profession de la même façon, chacun pense avoir compris c'est quoi un professionnel en sciences et génie. Il y en a plusieurs qui ont leur façon d'exercer la profession, mais quoi faire lorsqu'on arrive avec deux professionnels qui ont des conceptions du professionnalisme ou conceptions de l'exercice de la profession qui diffèrent. Parce que des conflits, il y en a partout et il y en aura aussi entre pairs, entre collègues. Puis le système, il est là pour ça. C'est sa septième force. C'est là pour vous aider à résoudre des conflits entre pairs. C'est difficile d'évaluer. Les professionnels en sciences et génie, ça se peut qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Là. Si vous essayez d'évaluer un risque, de juger, d'interpréter certaines normes, certaines règles, ça se peut qu'un collègue ne l'interprète pas de la même façon. Et avant de se retrouver là, en cours ou à Infoman ou devant Enquête, peut-être à la télé, ben d'abord en discuter avec vos pairs. Puis ces discussions-là, habituellement, on suggère qu'elles soient faites au sein de votre ordre professionnel. Hein. C'est sa fonction, résoudre des conflits entre pairs, parce que c'est possible d'avoir une interprétation qui diffère. C'est sa septième force à ce système. Le système, il est là pour vous permettre de résoudre des conflits entre pairs. Et finalement, huitième, dernière force du système professionnel, le système professionnel permet d'accroître la confiance du public et maintenir la réputation de la profession. Donc, si vous avez à le retenir avec quelques mots, je dirais que c'est sa huitième et dernière force. Le système professionnel, il sert à quoi? À accroître la confiance du public. C'est cumulatif, je dirais, là, cette huitième force, c'est-à-dire que si vous accumulez les 7 forces précédentes, vous voyez bien qu'elles se complètent, ces forces. Et si elles se complètent bien, alors on a un système professionnel qui permet ultimement d'assurer la protection du public. Et par protection du public, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on s'assure que les membres ont généralement un comportement qui est concordant, hein, qui est en accord avec les règles, les valeurs qui sont promues dans le système professionnel, qui apparaissent dans ces codes de déontologie. C'est ce qu'on souhaite, hein, développer cette confiance, que le public, lorsqu'on parle d'un professionnel, que le public se dise « Ah, si c'est un professionnel, alors il doit se conformer à un code, il doit se mettre au service de la protection du public, il doit servir certaines valeurs, puis j'en suis convaincu, puis ça me donne confiance. Ça me donne confiance en ce professionnel et c'est semblable. Lorsque le système est efficace, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, c'est ce qu'on souhaite, accroître la confiance du public, maintenir minimalement la confiance du public, mais l'accroître idéalement, que le public se retourne vers ses professionnels et se dise de plus en plus, voilà des personnes en qui je peux avoir confiance.
je peux leur confier des tâches. Je n'ai pas cette expertise, je n'ai pas cette expérience. Je peux leur demander d'exercer un jugement à ma place. Je leur fais confiance, pas juste à lui ou à lui, parce qu'il fait partie de quelque chose de plus grand qui s'appelle un ordre professionnel. 8 forces. 8 bonnes raisons pour défendre le système professionnel et ces 8 raisons, je les ai extraites, en partie du moins, à partir du texte de Frankel. Voilà, 8 belles raisons. Combien de ces forces sont effectives en ce moment? Ça, c'est une réflexion que vous devriez avoir. Je vous ai mentionné les forces. Puis au fur et à mesure que je vous les expliquais, c'est pas toujours ces 8 forces-là qui sont là en même temps, qui occupent la même place en même temps. Je dirais que à certaines parties de l'histoire, le système professionnel puisait pas suffisamment dans certaines de ses forces. Mais idéalement, si vous cumulez ces 8, on devrait avoir un professionnel qui est aisément défendable. Et vous serez capable de le défendre à travers ces 8 belles raisons pour vous. Ces 8 raisons que je vous donne, il pourrait y en avoir d'autres, mais le but, c'était d'enrichir votre réflexion, que vous soyez capable de défendre ce système professionnel dans lequel, rappelons-le, vous allez bientôt faire vos premiers pas. Écoutez, c'est tout. En fait, c'est pas tout. C'est pas tout. On va se revoir en classe demain là, pour faire des adieux en bonne et due forme. Je vous ai préparé un beau dernier cours. Évidemment, on va réviser ces thèmes que je vous ai présentés aujourd'hui, mais j'ai aussi prévu un petit dernier caout récapitulatif pour vous permettre de voir un peu là, où vous en êtes dans votre étude, puis vous comparer entre vous. Là. Donc, je vous suggère de réviser vos 12 modules avant de vous pointer là-bas. Sinon, c'est pas grave. Là, on s'amuse en classe, c'est un exercice très, très formatif. Sinon, écoutez l'enregistrement de cours. Puis sinon, si vous avez juste écouté ce podcast, ça se fait. Mais ça va être plus compliqué à l'examen final. Allez, si on ne se revoit pas demain, on se reverra à l'examen final. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, nommez-moi une des raisons que je vous ai données pour justifier l'existence du système professionnel. Donc, une des 8 forces, je vous ai donné 8 arguments. Là. Nommez-le un de ces 8. Nommez-le rapidement, de façon succincte. Pas besoin de tout expliquer. Là. Essayez de le nommer peut-être plus simplement. Puis pour vous, ce sera votre indice de la semaine. Allez, bye bye.